Cérémonie de présentation de lettres de créance au palais de la présidence. 5 nouveaux ambassadeurs ont présenté au chef de l'État leurs lettres d'accréditation. Vous suivrez en partie magazine de cette édition le résumé du déplacement du président de la République dans la capitale du Faso, où il a pris part à la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Célébration ce jour 18 octobre 2013 de la Journée mondiale du lavage des mains au savon sous le thème « Le pouvoir est dans vos mains ». Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Cérémonie de présentation de lettres de créance ce matin à la présidence de la République. Ils sont en effet 5 nouveaux ambassadeurs à présenter leurs lettres d'accréditation au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Tout d'abord, celui du Mali, l'ambassadeur Ahmoudou Ag Elien. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter son Excellence, Monsieur Ahmoudou Ag Elien, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès de la République du Niger. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance par lesquelles Son Excellence le Président de la République du Mali m'accrédite auprès de Votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Ce fut ensuite le tour du diplomate égyptien Ahmed Baha Eldin Ibrahim Mahmoud de présenter au président de la République les lettres qui l'accréditent auprès du Niger comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter Son Excellence Monsieur Ahmed Baha Eldin Ibrahim Mahmoud en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte auprès de la République du Niger. J'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence les lettres par lesquelles Son Excellence Adli Mansour m'accrédite auprès de Votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
en même temps que j'ai le plaisir de présenter à votre Excellence les lettres de rappel de mon prédécesseur. Kouma Lorol, c'est le nom du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde dans notre pays. Il a également présenté ses lettres de créance ce matin au chef de l'État. Chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter son Excellence M. Kanil Roy en qualité d'ambassadeur extraordinaire de la République de l'Inde auprès de la République du Niger. As well as the letter of it. La République fédérale d'Allemagne a aussi un nouvel ambassadeur de notre pays. Michel Fény était ce matin à la présidence de la République pour présenter ses lettres de créance au président Issoufou. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter son Excellence, Monsieur Michael Fény, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne auprès de la République du Niger. J'ai l'honneur de remettre à votre Excellence les lettres par lesquelles son Excellence, Monsieur Joachim Gauck, président de la République fédérale d'Allemagne, m'accrédite auprès de votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, en même temps que j'ai le plaisir de présenter à votre Excellence les lettres de rappel de mon prédécesseur.
Les dernières lettres d'accréditation reçues par le chef de l'État ce matin sont celles de Paul Mathieu Poula. Il est le nouveau chef de délégation de l'Union européenne dans notre pays. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter son Excellence M. Raoul Mathéus Poula, en qualité d'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne auprès de la République du Niger. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de sorte de mon prédécesseur et les lettres de créance. Comme vous le savez, le président de la République, Issoufou Mamadou, a séjourné du 16 au 17 octobre dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le chef de l'État a notamment pris part à la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Rendez-vous donc en partie magazine de ce journal. La Nigélec informe les populations des régions interconnectées, Niamey, Dosso, Tillabéri, Maradi, Zender, Tawa et Difa, que les perturbations observées dans la fourniture électrique ce jour à partir de 13h45 sont dues à l'effondrement du réseau électrique du Nigeria. Comme d'habitude, en pareilles circonstances, tous les moyens de production ont été mobilisés dans toutes les régions concernées pour faire face à la situation à hauteur des capacités disponibles. La situation étant rétablie à partir de 19h15, Nigélec s'excuse des désagréments causés par cette situation. Et puis je l'annonçais en titre, l'école Garbado 1 de Niamey a servi de cadre ce matin à la célébration de la journée mondiale du lavage des mains au savon, une journée placée sous le haut patronage de la première dame Hadja Aissata Issoufou. C'était en présence des députés, des membres du gouvernement, du corps diplomatique et de nombreux invités. Compte rendu, Guy Mathieu Théa et Sani Issoufou. Le pouvoir est dans vos mains est le thème de cette journée qui a été rehaussée par la présence de la première dame Hadja Aissata Issoufou qui fait de la question des pratiques d'hygiène chez les enfants l'une de ses priorités. Après le mot de bienvenue de la représentante du maire du 4e arrondissement et celui du gouverneur de la région de Niamey, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement devrait souligner l'importance du lavage des mains au savon pour la santé. Le lavage des mains au savon est reconnu par les spécialistes de la santé comme un moyen peu onéreux et parmi les plus efficaces pour prévenir les diarrhées et la pneumonie. Selon les estimations des organisations internationales, ces maladies sont responsables chaque année du décès de 3,5 millions d'enfants de moins de 5 ans. Plusieurs études ont révélé que le lavage des mains au savon fait reculer non seulement l'incidence des maladies liées aux diarrhées et à la pneumonie, mais aussi celles liées aux maladies cutanées, aux infections oculaires comme le trachome et aux affections liées aux vers intestinaux. C'est pourquoi nous encourageons les responsables du système éducatif nigérien à intégrer la culture du lavage des mains au savon
dans les programmes scolaires afin de faire adopter par les enfants les bonnes pratiques d'hygiène dès le bas âge. Je voudrais également lancer un appel afin que les autorités administratives et coutumières, les employeurs, les organisations de la société civile s'impliquent davantage dans les actions d'information et de sensibilisation des communautés dans ce domaine. Des élèves de l'école Gabado 1 ont dans leur intervention salué l'engagement de la première dame Hajia Aïssata Issoufou en faveur de la cause des enfants avant de lui présenter leur doléance. Madame la première dame, nous vous remercions pour toutes les actions menées à notre endroit, nous les enfants du Niger. Madame, nous les élèves de l'école Gabado 1 sollicitons de votre haute bienveillance la référence du mur de notre école, la réfection de la latrines existante, la construction de nouvelles latrines. Nous vous remercions au nom de tous les enfants et en particulier ceux de l'école Gabado 1. L'on notera aussi la présentation d'un sketch de sensibilisation sur la nécessité du lavage des mains au savon. La première dame Hajia Aïssata Issoufou devrait procéder à la remise d'un don de l'eau de savon à l'école Gabado 1 avant de laver ses mains, donnant ainsi l'exemple de ces gestes importants que tout le monde doit faire, notamment les enfants, sanctionnant ainsi la fin de cette cérémonie de la journée mondiale du lavage des mains au savon. Je vous donne lecture de ce communiqué. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur et le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses ont constaté que certaines personnes continuent d'utiliser irrégulièrement des passeports diplomatiques ne correspondant pas à leur statut et position actuelle. Aussi, il est demandé à ces personnes de bien vouloir restituer les 10 passeports dans les meilleurs délais à la direction du protocole d'État, au ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur et de se faire établir de nouveaux passeports correspondant à leur nouveau statut. Les services compétents, en particulier à l'aéroport international Djori Hamani et dans tous les postes frontières, ont été instruits à l'effet de contrôler et de procéder au retrait des passeports irrégulièrement détenus au regard du décret numéro 2012-006-PRN-MAECIA du 12 juin 2012 réglementant les conditions de délivrance des passeports diplomatiques. Suite de cette édition, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a présidé ce matin à la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni de Niamey la cérémonie de la pose de la première pierre de construction d'un amphithéâtre 1000 places. Cette action vise à augmenter la capacité d'accueil de cette faculté dont les effectifs des étudiants augmentent d'année en année. Compte rendu, Lemine Karima Dougou et Issoufou Noumou. La faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni de Niamey va désormais augmenter sa capacité d'accueil avec la construction d'un amphithéâtre 1000 places. Longtemps attendue, cette action répond aux préoccupations des responsables de l'université. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a longtemps que nous attendons ce moment. En effet, au regard des besoins cruciaux d'infrastructures de la FAST, vous conviendrez avec moi que la construction d'un amphithéâtre de grande capacité est plus qu'opportune. Chaque année, les effectifs des étudiants augmentent considérablement, atteignant 2622 étudiants en 2012-2013, dont une section de près de 700 étudiants et 9 sections de plus de 100 étudiants. Dans le même temps, la capacité d'accueil de la faculté se limitait à 2 amphithéâtres de 300 et 150 places, et une salle de cours de 90 places. La capacité d'accueil de notre faculté est donc largement dépassée. Le recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey salue les efforts consentis par le gouvernement dans la recherche des solutions aux problèmes de l'université Abdou Moumouni de Niamey. En espérant que la création attendue de nouveaux postes budgétaires viendra accroître les capacités d'encadrement de notre institution, je puis vous assurer que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour une gestion optimale de toutes les ressources humaines, financières et matérielles
mises à notre disposition. Je voudrais, Monsieur le ministre, vous remercier déjà de tout l'effort consenti, notamment dans la recherche d'espaces de travail pour les étudiants et les enseignants-chercheurs, et également pour l'effort consenti en matière donc de disponibilité à résoudre nos problèmes. Le ministre Asuman Abdou a saisi cette occasion pour rassurer les responsables de l'université que l'État entend poursuivre cette politique d'accroissement des infrastructures et équipements au profit des universités afin de créer les conditions les meilleures à la communauté universitaire. Le président de la République en personne avait demandé et avait instruit pour que l'ensemble des étudiants qui avaient demandé et qui avaient sollicité une inscription dans une faculté quelconque, c'est-à-dire soit acceptés. Et c'est vrai aussi que la capacité d'accueil dont vous disposez ne peut pas vous permettre d'absorber tout ce flux. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons cherché à mettre à votre disposition, c'est-à-dire les amphithéâtres, normalement qui sont actuellement à votre disposition. Et j'espère que les instructions données par le président de la République seront complètement, c'est-à-dire respectées. Les étudiants de la fac des sciences et techniques expriment leur satisfaction de voir bâtir au sein de leur faculté l'amphithéâtre 1000 places. Le président même avait promis ça, donc elle vient de le faire, c'est une bonne chose, puisque vous voyez donc au début de l'année, c'était même un problème qui a voulu citer donc un soulèvement des étudiants. Donc on vient donc vraiment de satisfaire, c'est une très bonne chose. Une action, quelque chose qui a, en tout cas qui a duré, et aujourd'hui nous ne pouvons que nous réjouir que cette activité vient de mener. Et maintenant, ce que nous attendons de cette activité, que les délais puissent être respectés. Le délai de construction de l'amphithéâtre 1000 places est de 8 mois. Les autorités universitaires exigent le respect du délai et le démarrage des travaux de construction des salles de cours de 250 places prévues en même temps que l'amphithéâtre 1000 places. Cérémonie de remise de matériel roulant ce matin au ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé, destiné au ministère du Commerce et celui des Mines et du Développement industriel. Ces 10 véhicules sont offerts par la Commission de l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui à la dynamisation du secteur privé et au développement des échanges. C'est le ministre du Commerce, Alma Oumarou, qui a réceptionné le don. C'est un reportage de Hamzatou Mahamadou et Youssouf Suleiman. D'une valeur de plus de 173 millions de francs CFA, ce matériel roulant est offert dans le cadre du programme d'appui à la dynamisation du secteur privé et au développement des échanges signés entre le Niger et la délégation de la Commission européenne. Ce programme, il faut le rappeler, vise à dynamiser le secteur privé. Il cadre avec l'axe numéro 4 du PDS, notamment celui relatif à la promotion d'une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive. Ce matériel roulant destiné au ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé et le ministère des Mines et du Développement industriel leur permettra de renforcer leur capacité d'action. Les matériels roulants, spécialement les 9 véhicules destinés aux régions, permettra, entre autres, aux agents du ministère de mener le contrôle de ces stocks emportés, de mieux apprendre la situation sur le marché, d'analyser et de contrôler la situation des prix et de saisir les produits en cas d'infraction. Les véhicules permettront notamment d'améliorer la couverture géographique des contrôles et la connaissance des pratiques sur le territoire. C'est non sans fierté que le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a salué l'Union européenne pour ses multiples appuis. Je me félicite de la présente cérémonie au cours de laquelle du matériel roulant sera mis à la disposition des principaux acteurs du niveau régional, central et du bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises ainsi que de l'unité de gestion du programme afin qu'ils puissent réaliser dans la sérénité et la diligence requises les activités programmées et atteindre ainsi les objectifs assignés à notre département ministériel. Ceci porte à 285 500 000 francs CFA le montant des investissements réalisés en 2013 sur le fond de ce programme. Il s'agit précisément de 9 véhicules pick-up 4x4 double cabine, 2 véhicules berlines et d'un important lot de pièces détachées. Loin donc d'être une cérémonie, l'activité d'aujourd'hui constitue un couronnement de l'engagement de l'Union européenne
de doter le ministère du Commerce et celui des Mines et de l'Industrie, à travers le Bureau de restructuration et de mise à niveau, d'importants moyens pour leur permettre d'assurer plus efficacement leur rôle dans la mise en œuvre du programme de renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République Issoufou Mahamadou, chef de l'État. Rappelons que le programme d'appui à la dynamisation du secteur privé et à la promotion des échanges est un ambitieux et vaste programme qui a commencé en 2012 pour une durée de 4 ans. Les tout premiers pèlerins nigériens sont de retour au Bercail. Il s'agit d'une quarantaine de personnes ayant opté pour le Hajj VIP avec le groupe d'agence de Hajj et de la Umrah Al-Iza. Ils sont arrivés à bord du vol d'Air France aux environs de 15h45. Gérard Abdelaziz et Sani Issoufou sont allés à l'aéroport pour les accueillir. À leur descente du vol commercial d'Air France de 15h30, la quarantaine de pèlerins VIP du groupe Al-Iza a reçu un accueil chaleureux de la part du personnel de la dite agence de Hajj de la Umrah. Ces tout premiers pèlerins nigériens ont séjourné pendant seulement 16 jours en Arabie Saoudite où ils ont effectué les rites du Hajj dans des conditions les meilleures grâce au dynamisme des encadreurs d'Al-Iza, surtout son président directeur général Mohamed El-Bakaï. Depuis notre départ du Niamey jusqu'à Jeddah, jusqu'à Médine, nous avons été très bien encadrés. Nous avons été suivis par les encadreurs et même en personne par le directeur général. Ça, nous le remercions vraiment beaucoup. Notre directeur général, avant même de venir, Al-Iza, avant même de venir, tout est prêt. Que ça soit de sucreries, que ça soit de l'eau, que ça soit de tout, même du thé, du café. Et c'est lui-même qui finance dans sa propre poche pour nous donner à manger. On mange ensemble, on rigole ensemble, on va aux prières ensemble. Et il réunit tout le monde de telle sorte que tout le monde est fier de lui. Qui? Le DG. Le Al-Iza. Ce monsieur, vraiment, il est très bien. Quand il y a un problème, il voit ses membres, il leur dit mais qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à résoudre ce problème le plus vite possible. Ces pèlerins VIP conseillent en conséquence les futurs pèlerins à se confier à Al-Iza pour un bon Hajj. Je souhaite vraiment longue vie à l'agence et que vraiment c'est une bonne agence. Et j'interpelle vraiment ceux qui pensent vraiment à les futurs pèlerins de s'y inscrire là-bas. C'est vraiment bien. Moi, je demanderai à tous les pèlerins qui veulent partir faire un Hajj Mabrour de s'inscrire rapidement auprès de Al-Iza. Parce que Al-Iza, c'est le suivi. Et qui dit le suivi, vraiment, ça, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Tu fais un Hajj Mabrour. Parce que le fait même de te suivre du matin jusqu'à la nuit, c'est autre chose. Vraiment, merci Al-Iza et merci le DG de Al-Iza. Les autres pèlerins nigériens non VIP donc du groupe Al-Iza seront attendus par les vols de transport de masse des 11 000 pèlerins nigériens qui commencent en principe dimanche prochain selon le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho. Cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation sur les enfants avec infirmité motrice cérébrale. C'était ce matin à l'école de santé publique et de l'action sociale de Niamey Espace. Et cela en vue de rendre plus visibles les cas de ces personnes handicapées pour une prise en charge appropriée pouvant améliorer leurs conditions de vie. Compte rendu, Sekinat Abdou et Hamidou Abdoulaye. Tous mobilisés pour l'amélioration de la qualité de vie des enfants avec infirmité motrice cérébrale, c'est le thème de cette journée de sensibilisation. Cette première édition servira de déclic à l'identification des enfants vivant avec infirmité motrice cérébrale. Une façon d'assurer à ces enfants une prise en charge précoce appropriée, susceptible d'aboutir à l'amélioration de leurs conditions de vie. Notre pays s'est doté d'instruments juridiques, conventions, chartes, constitutions qui prônent l'égalité entre tous les hommes sans exclusif et les droits à la santé, la formation, à l'emploi, au loisir, à l'information, à l'éducation. Cette action de l'Organisation pour le développement inclusif du Niger et Christoffel Blenden Mission CBM Niger a été vivement saluée. On les appelle souvent des enfants serpents parce qu'incapable de se mouvoir, de s'adapter même la position assise de façon autonome.
Et pourtant, ils restent et demeurent des êtres humains à part entière, pouvant prétendre à tous les droits humains et toutes les libertés fondamentales. Je lance un appel à l'ensemble des acteurs intervenants dans le domaine du handicap de conjuguer leurs efforts pour développer des stratégies porteuses pour un mieux-être des enfants à infirmité motrice cérébrale qui depuis toujours étaient abandonnés aux seuls soins de leur famille. Des kits ont été offerts à ces enfants handicapés présents à cette cérémonie. Une conférence débat sur le thème tous mobilisés pour l'amélioration de la qualité de vie des enfants avec infirmité motrice cérébrale a marqué la fin de cette cérémonie. Cérémonie de lancement hier à Tillabéri de la caravane d'information et de sensibilisation des communautés sur la promotion de la paix, la cohésion sociale et le dialogue intercommunautaire. Objectif, renforcer la coexistence pacifique. C'était sous la présidence du président de la haute autorité à la consolidation de la paix. Compte rendu Zakari Maman et Jibono. Cette rencontre avec les acteurs locaux qui s'inscrit dans la droite ligne du lancement de la caravane conduite par le président de la haute autorité à la consolidation de la paix se veut ainsi une rencontre d'information et de sensibilisation quant à la promotion de la paix. Une caravane sur instruction du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini et qui sillonnera les communes du nord de la région de Tillabéri afin de transmettre les messages clés auprès des communautés sur la nécessité de consolider l'unité nationale et de vivre en paix. Depuis quelques semaines, des informations sur le renouvellement des menaces sécuritaires à la frontière et une atteinte à la coexistence pacifique entre les communautés nous parviennent à Niamey. Il a donc été donné comme mission à la haute autorité à la consolidation de la paix de vérifier ces informations et ces inquiétudes et de continuer dans son travail de sensibilisation et dans son travail d'information auprès des populations. C'est pour vous dire à quel point les autorités au plus haut niveau accordent une attention particulière à la cohésion sociale, à la coexistence pacifique dans cette région et dans l'ensemble de notre pays. Il est évident que les événements récents qu'a connus notre voisin le Mali sont à même d'aggraver la situation qui était déjà connue depuis les années 90 de conflits ou de conflits latents entre les différentes communautés de cette zone. Vous le savez, ces conflits prennent leur origine dans des questions de terre, entre agriculteurs et éleveurs, entre différentes populations qui traversent la frontière et qui, de part et d'autre, expériences les mêmes difficultés. Au cours de cette caravane, la haute autorité à la consolidation de la paix insistera sur la cohésion sociale, sur l'entente, sur la solidarité, sur l'entraide entre les communautés qui sont les meilleures armes pour la paix, la sécurité et le développement. Intervenant quant à lui peu après l'intervention du maire de la commune Omar Kaboy pour ses mots de bienvenue, le gouverneur de la région, après un bref rappel des soubresauts qu'a connu le nord de notre pays en ce qui concerne la sécurité et les multiples actions initiées par les autorités de la 7e République dans le cadre de la sécurisation de la population et de la promotion de la paix, Diabri et Assimiou donc de saluer cette initiative. Le gouverneur de la région également d'inviter l'ensemble des acteurs à accompagner par leurs conseils et leurs prières cette initiative, mais aussi soutenir les actions de la haute autorité à la consolidation de la paix afin d'atteindre, a précisé le gouverneur de la région, des objectifs qui lui sont assignés. Sachez aussi qu'au-delà des actions de sensibilisation, la haute autorité à la consolidation de la paix va accompagner les populations par des actions de relèvement dans certaines communes de la zone afin de réduire la vulnérabilité de ces populations. Le gouverneur de la région de Difa a présidé ce matin une rencontre en vue de pallier le problème de fraude des hydrocarbures. La rencontre a regroupé notamment les responsables des forces de défense et de sécurité, les partenaires chinois ainsi que les autorités administratives. Compte rendu Abdraman Boukari et Haroun Sanda. Cette réunion qui est regroupée autour du gouverneur de la région de Difa, M. Yacouba Soumanagawo, les secrétaires généraux de la région, le président du conseil régional, les autorités administratives, communales et coutumières, les responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité,
les représentants des compagnies chinoises en charge de l'exploitation pétrolière dans la région de Difa, ainsi que les gérants des stations-service a pour objectif de discuter et échanger d'un certain nombre de voies et moyens pour barrer la route au réseau mafieux de soustraction du carburant destiné au site pétrolier d'Agadem, et ce au vu de l'ampleur grandissante que connaît cette pratique, comme annoncé par le gouverneur de la région de Difa, M. Yacouba Soumana Gao, dans sa note introductive à l'ouverture de cette réunion, avant de passer la parole au secrétaire régional de la région, M. Hassan Rouido, pour brosser à l'assistance les différents aspects liés à cette pratique dont le constat n'est pas du tout reluisant. Entre autres, on peut citer, c'est-à-dire la contrebande de carburant. C'est du carburant qui est acheté par les sociétés chinoises auprès de la SONIDEP pour leur propre consommation et qui se retrouve ici sur le marché, dans toute la région, dans une partie de la région de Zender, et même ce carburant prend la direction de l'exportation en direction du Nigeria, particulièrement le gasoil. En dehors du carburant, qu'il y a d'autres produits achetés par les Chinois qui se retrouvent encore sur le marché, tels que les vivres, les pièces détachées des véhicules, les pneus et bien d'autres produits. Le débat qui s'en est suivi a permis aux différents intervenants de cerner tous les contours liés à cette question, mais aussi et surtout formuler une série de propositions et suggestions allant dans le sens d'éradiquer cette pratique. Il s'agit d'effectuer un contrôle rigoureux par rapport au chargement de carburant au niveau de la SONIDEP et les livraisons là-bas sur les bases. Entre autres, il faut procéder à des opérations de plombage ou des citernes ou des réservoirs pour que le carburant ne soit plus siphonné en cours de route. Des instructions ont d'ores et déjà été données aux différentes catégories de FDS. Il a été demandé aussi de procéder à la sensibilisation de la population pour expliquer le caractère nocif de ce phénomène. Le gouverneur de la région de Difa, M. Yacouba Soumana Gao, a invité les uns et les autres à poursuivre les réflexions tout en réitérant l'entière détermination et disponibilité constante des autorités régionales à combattre ce phénomène. Ouverture ce matin des assises de la session budgétaire du conseil municipal d'Agadez. Outre l'adoption du projet du budget, les conseillers planifieront les investissements répondant aux aspirations des populations de la capitale de l'Aïr. Compte rendu Hachim Mohamed et Nassir Nakakale. C'est la salle des réunions de la mairie d'Agadez qui a servi de cadre pour abriter cette session budgétaire qui regroupe autour du président du conseil municipal, Rissa Faltou, l'ensemble des conseillers dont l'honorable sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou, membre de droit, ainsi que les chefs de quartier. L'exercice consiste à adopter le procès verbal de la session ordinaire de septembre 2013 avant de plancher sur le projet de budget 2014, dont les prévisions sont estimées à 2 455 143 francs, soit une progression de l'ordre de 200 millions de francs CFA par rapport au budget 2013. Prenant la parole le premier à cette occasion, le maire de la commune urbaine d'Agadez, tout en présentant d'abord ses vœux de bonne fête aux membres du conseil et à ses administrés, a rappelé que le budget est l'acte par lequel est prévu et autorisé pour chaque année l'ensemble des ressources et des charges de la collectivité territoriale. Cet acte, dira Rissa Feltou, lui confère son autonomie financière pour réaliser ses compétences. De cet exercice, devait préciser le maire d'Agadez, ressort la complémentarité et l'équité des relations entre l'État et la collectivité. Aussi, pour l'atteinte de cet objectif, le président du conseil municipal d'Agadez a invité les élus locaux de sa collectivité de faire preuve d'un grand pragmatisme dans la programmation en faisant en sorte que les inscriptions budgétaires soient réalistes et réalisables, tant pour la mobilisation des ressources que pour l'exécution des dépenses en conformité avec le PDC d'Agadez. Placé sous les signes de la transparence, ce budget, a notifié le maire d'Agadez, aura à intégrer les nouvelles dispositions réglementaires définies par le décret 2013 PRNMI du 28 juin 2013, fixant les modalités de présentation et d'exécution du budget de collectivités territoriales. Au nombre de ces dispositions, le maire d'Agadez a cité entre autres l'utilisation des produits de vente de terrains urbains et la taxe spécifique d'édilité. Comme résultat attendu de ces actions, Rissa Feltou a insisté sur le financement des travaux d'exécution du réseau d'électricité et autres charges de même nature. En terminant ce propos, le président du conseil municipal d'Agadez, au regard des besoins d'investissement nombreux face aux ressources limitées de la collectivité, a déclaré que le recours à l'emprunt est impératif pour appuyer la commune dans le financement de son entreprise de développement.
En ouvrant les travaux de cette session budgétaire, le secrétaire général de la préfecture de Chirozérine, M. Kamoudi Mogaz, a invité les participants à étudier ces projets de budget dans la sérénité, la courtoisie et le respect mutuel et avec hauteur d'esprit les problèmes qui seront soumis à leur appréciation afin que des solutions idoines soient trouvées. Le soutien de l'autorité de tutelle ne leur fera pas défaut, devait conclure le secrétaire général de la préfecture de Chirozérine. Ouverture ce matin à Maradi des travaux des premières journées d'information technique organisées par l'agence nigérienne de promotion des exportations et la chambre de commerce. Le thème retenu est ce qu'il faut savoir pour exporter les produits nigériens dans les zones UOMOA, CEDEAO et Union européenne. Ibrahim Hassoumso et Maman Mor. Organisé par l'agence nigérienne de promotion des exportations ANIPEX, ces premières journées d'information technique entrent dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs en matière de promotion des exportations. Elles font suite à celles organisées le mois dernier à Niamey et qui ont justement recommandé leur duplication en région. Et c'est Maradi, la première du pays à en bénéficier. Tawa suivra juste après. C'est des rencontres d'échange et d'informations sur des thèmes répondant aux préoccupations des exportateurs des produits nigériens dans les zones UOMOA, CEDEAO, Union européenne. Les présentes journées d'information technique auxquelles vous êtes conviés ont pour thème ce qu'il faut savoir pour exporter les produits nigériens dans les zones UOMOA, CEDEAO et Union européenne. L'objectif général de ces journées est de vous permettre de mieux cerner les conditions, les mécanismes ou procédures se rapportant aux opérations d'exportation de produits nigériens dans les zones UOMOA, CEDEAO et Union européenne et en vue d'accroître le volume de nos exportations. Ainsi, 2 jours durant, vous aurez à suivre de communication sur des thèmes portant sur les aspects relatifs aux formalités requises pour l'exportation au niveau de la chambre de commerce, de la douane, du transit, du transport, de la banque et des assurances, ainsi que les frais y afférents, afin de dégager le programme irrélatif et faire des propositions d'amélioration. Je ne doute point que les échanges que vous aurez sur ces thèmes déboucheront sur des recommandations pertinentes en vue d'améliorer les activités d'exploitation des produits nigériens. Ces communications seront suivies de débats pour enrichir et harmoniser les différents points de vue dans le but unique de promouvoir les exportations des produits nigériens. De ces échanges se dégageront également d'autres préoccupations des exportateurs pouvant requérir l'organisation d'autres journées, séminaires, ateliers, forats ou conférences pour renforcer significativement les capacités à l'export. L'ONG Human Appel International a offert gracieusement 22 bœufs au profit des populations nécessiteuses de la région de Zender à l'occasion de la fête de Tabaski. Cette opération a concerné la prison, l'hôpital national et le CRENI, entre autres. Compte rendu, Jemila Amadou. C'est dans le souci d'améliorer leur cadre de vie et de les accompagner à passer une bonne fête de Tabaski que l'ONG HAI est venue en aide à ces populations vulnérables. Au total, 240 personnes ont bénéficié de ce don. Il faut souligner que le partage a concerné la prison civile, le CRENI, le centre de prise en charge des enfants souffrant de la maladie du Noma, l'hôpital national de Zender et autres associations des handicapés. La même opération s'est également déroulée à Difa et Tilaberi. À cette occasion, je voudrais remercier et féliciter aussi l'ONG HAI qui, depuis son installation ici, des années durant, n'a cessé d'apporter, comme dans sa philosophie décrite, l'aide à la population du Nini. Ceci est très important dans la mesure où, sur le plan religieux, c'est une bénédiction en soi, c'est un gain. Sur le plan social, beaucoup d'aides sont apportées aux populations du Nini. Donc c'est ce qui fait la crédibilité de cette ONG. Il faut enfin noter que l'ONG HAI s'est fixé comme objectif de soutenir le développement des communautés en améliorant leurs conditions de vie socio-économique, secourir les victimes des catastrophes naturelles, aider les personnes en situation précaire telles que les enfants, les personnes âgées, les veuves, subvenir aux besoins des orphelins en matière d'éducation et de santé et renforcer ses relations partenariales avec le gouvernement ou toute structure privée,
poursuivant les mêmes objectifs. Parlons culture dans cette édition à l'occasion des 20 ans de la disparition de l'écrivain nigérien Abdoulaye Mamani. Une conférence a été animée la semaine dernière au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey afin de lui rendre hommage. Le thème de cette conférence est « Héritage connu et inconnu de Abdoulaye Mamani ». Le point avec Moussa Amani. Abdoulaye Mamani, un homme multidimensionnel car il est à la fois journaliste, homme politique et littéraire. Toutes ces expériences ont fait de lui une grande figure de la vie nationale. Cette expérience s'est élargie avec ses rencontres historiques avec de nombreux écrivains africains de la diaspora, à l'image de Senghor, David Diop ou Wole Soyinka, entre autres. Mais c'est surtout l'hommage qu'il a rendu à cette reine mythique de l'Arewa dans son œuvre Saraounia qui a plus fait sa renommée. 20 ans après sa disparition, le Centre culturel franco-nigérien lui rend un vibrant hommage à travers la tenue de cette conférence intitulée « Héritage connu et inconnu de Abdoulaye Mamani », un thème développé par deux grands spécialistes, Antoinette Tijani Alou et Jean-Dominique Penel. Un échange au cours duquel le public a découvert le parcours de l'homme, ses nombreux manuscrits qui n'ont pas pu être publiés. Plusieurs témoignages ont marqué cette conférence. Femme champêtre, femme rurale, ensorcelante beauté noire, ô femme de rude besogne, déesse de la savane herbeuse et de la forêt dense. C'est ça, Abdoulaye, vraiment. Il vivait ce qu'il écrivait. Je considère que cette rencontre est d'une importance capitale en ce sens que personnellement, elle m'a permis de savoir que j'ai une mission à accomplir. Cette mission, c'est d'abord d'aimer mon pays, d'aimer ma culture et de faire en sorte que cette culture soit pérennisée dans le temps et dans l'espace. Cette conférence a vu le jour grâce également au précieux concours de ces enfants qui se battent pour pérenniser l'œuvre de leur défunt père. De la culture au sport, point de presse ce matin animé par Ide Isaka, secrétaire général du COSNI, membre du bureau exécutif de la Fédération mondiale de taekwondo. C'était l'occasion pour Ide Isaka d'annoncer la tenue prochaine d'une rencontre importante de l'instance mondiale de taekwondo. Le résumé avec Mohamed Djingare et Isaka Issa. Ide Isaka, secrétaire général du COSNI, le comité olympique sportif nigérien, membre du comité exécutif de la Fédération mondiale de taekwondo, élu le 14 juillet 2013, s'envolera très prochainement en Indonésie où se tiendra le 29 octobre prochain la première réunion du tout nouveau bureau de l'instance mondiale du taekwondo. Il s'agit pour les 14 membres de ce comité de débattre sur les questions relatives à la place que doit occuper le taekwondo au sein du mouvement olympique. Et cette réunion a lieu en marge du championnat mondial de Pumse qui, lui, aura lieu du 1er au 3 novembre 2013. Le Pumse, comme vous savez, c'est la gestuelle du taekwondo qu'on appelle dans certains arts martiaux les kata. L'Assemblée générale entérine les décisions qui sont prises par le Conseil exécutif. Donc c'est un organe tellement important que ces réunions sont capitales. En parlant sur son apport sur le plan africain dont Ide Isaka est le seul représentant au plan mondial, le Nigérien estime que les associations africaines doivent l'approcher pour toute question concernant le développement de la discipline. Il a expliqué par ailleurs le rôle important que joue l'Afrique. Le Niger principalement, mais tous les autres pays du continent savent que je suis là au Conseil exécutif de la Fédération mondiale pour eux, principalement. Et s'ils ont des problèmes, qu'ils soient d'ordre technique ou administratif, je crois que plutôt que de l'envoyer directement au secrétariat général de la Fédération mondiale, on pourrait me les adresser. Ide Isaka a enfin déploré la préparation des athlètes nigériens se présentant aux Jeux olympiques. Malgré la bourse olympique octroyée aux athlètes, ces derniers donnent des performances en deçà des résultats escomptés. Il faut se présenter honorablement.
Et ça se prépare pendant 4 ans. 4 ans d'Olympiade. Et pendant ces 4 ans-là, le comité olympique met à la disposition des fédérations des bourses olympiques pour les athlètes. Le comité olympique met à la disposition des fédérations des bourses pour entraîneurs. Le comité olympique met à la disposition de ces fédérations de petites ressources pour soit détecter des talents, soit participer à des compétitions. Même si c'est pas tout, on ne peut pas tout faire. Nous ne sommes pas un État, nous accompagnons l'État. Donc l'État doit faire le go, ça c'est cette question, parce que c'est d'abord la nation qui se présente. Membre du comité exécutif de la Fédération mondiale de taekwondo, Ide Isaka, ancien président de la Fédération nigérienne de taekwondo, entend apporter toute son expertise pour le rayonnement du taekwondo africain. Mais il a aussi émis le vœu de voir d'autres Africains siéger à la Fédération mondiale de taekwondo. La Fédération nigérienne de football organise une série de formations pour arbitrer dans les différentes régions du Niger. Objectif, permettre aux régions de renforcer leur capacité en matière d'arbitrage, mais aussi de rehausser le nombre d'arbitres dans notre pays. Salamat Amadjibou et Zikira Ali. Le football étant un sport universel, il est important que les lois du jeu soient interprétées et appliquées strictement de la même manière dans le monde entier. Et à ce titre, les arbitres sont les garants de ces lois. La Fédération nigérienne de football FENIFOOT, par le biais de son chargé d'éducation Moussa Hassan, organise des cours et des séminaires de formation pour arbitres au plan national et régional. Je suis donc officier de l'éducation, donc c'est un fonctionnaire de la CAF qui a mis donc un agent au niveau de toutes les fédérations africaines, donc au niveau de la fédération nigérienne, donc c'est moi qui assure ce rôle. Notre but effectivement c'est de coordonner toutes les formations, toutes les activités de la FENIFOOT afin de faire des rapports donc au niveau de la CAF et de la FIFA. Les objectifs poursuivis pour cette formation, c'est d'abord assurer la relève, ensuite donner à chaque région l'autonomie à gérer leur propre compétition et de manière générale donner donc l'opportunité à tous les arbitres d'avoir une carrière internationale sur le plan international. Tous les jeunes intéressés sont appelés à participer à cette formation. Cependant, les aspirants doivent avoir un minimum requis. Au niveau de ces participants, je pense qu'il y a des correspondances qui ont été envoyées au niveau de toutes les régions pour demander des volontaires et des volontaires à partir d'un certain niveau. Parce qu'au début, c'était même des illettrés qui participent, ce qui fait que c'est un problème quand ils doivent faire le rapport. Mais maintenant, je pense que le minimum exigé, c'est qu'il faudrait avoir le BPC. Donc le BPC au-dessus, donc c'est eux qui doivent pouvoir donc participer à ces formations. Cette formation fait partie des priorités que s'est assignée la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, car l'évolution du football passe aussi par la formation des arbitres, garants du respect des lois du jeu. Enfin, la partie magazine de cette édition, le président de la République Issoufou Mamadou a séjourné du 16 au 17 octobre dernier à Ouagadougou au Burkina Faso. Le chef de l'État a notamment pris part à la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Le reportage de nos envoyés spéciaux Sidikou Abdou et Mahamadou Seydou. Bonne réception et bonsoir. Arrivé à Ouagadougou de l'après-midi du mercredi 16 octobre, le président de la République Issoufou Mahamadou a été accueilli par le premier ministre burkinabé Luc Adolphe Diao. Après l'exécution des hymnes nationaux de nos deux pays,
le président Issoufou Mahamadou a été salué par les membres du gouvernement du Burkina Faso et une importante délégation de Nigériens vivant dans ce pays. Dès l'aéroport international de Ouagadougou, le président de la République souligne l'importance de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA, notamment pour les pays membres comme le Niger. Par rapport à cette rencontre de Ouagadougou, je pense que ça sera une rencontre qui nous permettra de renforcer cette organisation d'intégration au niveau de nos pays. Vous savez que nos pays sont en plein boom économique, avec des taux de croissance presque à 2 chiffres. Et pour que cette croissance puisse se conforter, il faut davantage mettre l'accent sur le droit des affaires, harmoniser davantage le droit des affaires au niveau de l'espace que constituent nos pays. Et j'espère que la réunion de Ouagadougou demain y contribuera. Dans la soirée du mercredi 16 octobre, les présidents Issoufou Mahamadou, Blaise Compaoré, Boni Yahi, Faure Assimbe et Adema et Alassane Dramane Ouattara se retrouvent à la présidence du Faso pour ce que nous qualifions de mini-sommet des chefs d'État de l'UEMOA, également membres de l'OHADA. Au terme de cette rencontre, le président burkinabé Blaise Compaoré déclare à la presse que leurs échanges ont porté sur des sujets économiques et d'intégration sous-régionale dont la boucle ferroviaire Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, Bénin, Togo. Un projet prioritaire, devait-il souligner, pour lequel 1000 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés. Nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir nos frères pour parler de notre sous-région. Vous savez, nous sommes très attachés à la fois à l'UEMOA et à la CEDEAO. Et bien sûr, notre ambition, c'est de toujours pousser en avant les progrès pour nos États, pour nos populations. Et il se trouve que dans cette démarche, il est essentiel aujourd'hui de fluidifier les échanges, le trafic, le mouvement des hommes, des marchandises. Et nous avons bien sûr comme projet prioritaire dans cette période de notre histoire la construction de la boucle ferroviaire qui doit quitter Abidjan jusqu'à Lomé, en passant par Ouagadougou, Dori, Niamey, Parakou, Cotonou et Lomé. Alors donc nous avons échangé sur ce dossier avec des partenaires potentiels pour nous engager plus fermement à la réalisation de ce tronçon. Globalement, nous sommes autour de 1000 milliards de francs CFA. Voilà, il y a des disponibilités de partenaires qui sont prêts à nous accompagner. Aussitôt après la présidence du Faso, le chef de l'État a rencontré les Nigériens vivant au Burkina Faso. Au cours de cette rencontre, il a surtout été question de l'état d'exécution à mi-mandat du programme de la Renaissance pour le Niger. Le président Issoufou Mahamadou leur a présenté une situation globalement satisfaisante sur les 8 axes stratégiques du programme sur la base duquel les Nigériens l'ont élu pour présider aux destinées de notre pays avec la contribution directe ou indirecte de beaucoup de Nigériens vivant à l'étranger, dont la diaspora nigérienne au Burkina Faso. Ce bilan globalement positif est perceptible au plan de la paix et la sécurité, car malgré un contexte d'insécurité dans plusieurs pays voisins, le Niger, grâce à la clairvoyance de ses autorités et au don de soi de ses forces de défense et de sécurité, demeure un pays de paix et de sécurité. Il en est de même pour le renforcement de la démocratie et la consolidation des institutions républicaines. Le bilan est aussi globalement positif dans le domaine de la sécurité alimentaire où, malgré un héritage très peu favorable, les autorités de la 7e République ont initié un programme d'urgence qui a permis de faire face à une crise alimentaire alors inévitable. Ce programme, qui n'est qu'une répétition de l'initiative 3N, prend désormais une envergure beaucoup plus importante avec la mise en œuvre de cette initiative. Le président Issoufou Mahamadou a également fait le point des infrastructures réalisées, à savoir les routes, les centres de santé, les classes en matériaux définitifs. À cela s'ajoutent les travaux de construction du barrage de Kandaji qui finiront d'ici 3 ans. À ce sujet, le président de la République a annoncé que le ministre d'État en charge du plan
vient d'ailleurs de signer un accord devant permettre la reprise des travaux dans les meilleurs délais par une société encore plus crédible. L'assainissement, l'alimentation en eau potable, la création de nouveaux emplois tant dans la fonction publique que dans le privé ont aussi à cette date connu une croissance indéniable depuis l'accession du président Issoufou Mahamadou à la magistrature suprême de notre pays. Les engagements sont donc tenus et seront encore tenus avec le concours de tous les Nigériens, dont ceux de la diaspora, qui seront davantage impliqués dans la gestion du pays avec, entre autres, le projet de leur représentation au sein de l'Assemblée nationale. Le président Issoufou Mahamadou a enfin demandé à nos compatriotes vivant au Burkina Faso de cultiver la fraternité et la solidarité entre eux et de respecter les lois et règlements de leur pays d'accueil. Dans la matinée du jeudi 17 octobre 2013, le président de la République Issoufou Mahamadou a reçu son homologue béninois, Dr Yahi Boni. Au terme de leur entretien, le chef de l'État béninois a expliqué à la presse les sujets qui ont fait l'objet d'échanges entre lui et son homologue Issoufou Mahamadou. Nous avons parlé de la prospérité de notre sous-région. D'abord partant, disons, des objectifs de notre espoir ou l'espérance que nous plaçons à ce sommet de l'Ouada, qui constitue un sommet de la maturité pour permettre à notre secteur privé de nous accompagner dans nos réformes. Vous voyez très bien que nous avons l'intention dans la sous-région d'afficher des taux de croissance économique très forts, élevés, qui puissent nous permettre d'éradiquer la pauvreté. Ce qui suppose notre part un certain nombre de préalables, au rang desquels figure l'assainissement de l'environnement juridique, judiciaire, disons, de cet environnement. Et naturellement, accompagner des réformes structurelles, la fiscalité, les infrastructures, pour permettre à ce secteur privé d'être au rendez-vous. En ce qui concerne les infrastructures, vous travaillez à l'énergie, les rails. Donc avec le président, vous savez très bien, le Niger et le Bénin sont condamnés à vivre ensemble. Donc nous avons discuté du projet de la boucle Abidjan, Ouaga, Bobo, Niamey, Parakou, Cotonou. Et le président et moi, je crois que nous sommes décidés. De même, au même titre que d'ailleurs le rôle de leadership que les autres chefs d'État veulent jouer, tels que le président Alassane et le président Blaise Compaoré. On en a parlé hier, donc nous avons finalisé avec mon frère ce matin. Auparavant, le président de la République, chef de l'État, a reçu le président de la Commission de l'Union monétaire ouest-africaine, Cheikh Hadjibou Soumaré. Vous n'ignorez pas que nous sommes en train de préparer la conférence des chefs d'État à Dakar, le 24 octobre prochain. Et le président Youssoufou a été celui à qui ses pairs avaient confié le dossier sur la sécurité alimentaire. Donc je devais lui rendre compte de ce que nous avons fait jusqu'ici et recueillir aussi ses instructions avant la conférence de Dakar. Le chef de l'État devait ensuite prendre part à la cérémonie d'ouverture de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OADA. Cérémonie marquée par plusieurs allocutions, dont celle du secrétaire permanent de l'OADA, professeur Dorothée Sosa, et de la ministre de la Justice garde des Sceaux de France, Christiane Taubira. C'est le président du Faso, Blaise Compaoré, qui a donné le coup d'envoi des travaux de cette conférence en soulignant l'importance de cette organisation, les actions menées et les perspectives. Mesdames, Messieurs, le 17 octobre 2008, la signature du traité révisé de l'OADA consacrait la création de la conférence des chefs d'État et de gouvernement comme organe fêtière de cette institution. Aujourd'hui se tient la première réunion statutaire de notre Conseil. Au-delà de la symbolique que représente son inscription dans le cadre des manifestations marquant le 20e anniversaire de l'OADA, la rencontre de ce jour traduit notre volonté de conférer à notre organisation les atouts essentiels pour aborder l'avenir avec sérénité et impulser la réalisation des missions qui lui sont assignées dans un contexte de compétition où les pays en développement doivent prendre pleinement leur place dans le jeu économique mondial. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, les 20 années d'expérience de l'intégration juridique qui viennent de s'écouler révèlent la nécessité d'envisager des procédés plus souples d'harmonisation du droit. La résolution des conflits de normes et de compétences avec des organisations d'intégration voisines est aussi un enjeu majeur pour des interventions coordonnées plus efficaces au sein de l'espace OADA. Dans ce sens, le Burkina Faso apprécie la création du cadre de concertation avec les autres organisations régionales sur le continent, en ce que cela
permet d'assurer la sérénité et la cohérence générale de notre intégration juridique. Il importe également de consolider les commissions nationales OHADA et de renforcer leur rôle dans l'identification des besoins de droit, la production et le suivi de l'application du droit commun. Mesdames, Messieurs, l'OHADA est aujourd'hui un modèle d'intégration qui fait la fierté de ses membres et l'admiration des autres acteurs du développement grâce au soutien de nombreux pays et organisations partenaires répartis à travers le monde. Je réitère à ceci la gratitude de nos peuples pour les actions multiformes déployées en faveur de l'évolution qualitative et de l'expansion géographique de l'OHADA. Les résultats remarquables enregistrés au cours de ces 2 dernières décennies font de l'OHADA un acteur majeur dans le processus de réflexion engagé au niveau global pour l'amélioration constante de la gouvernance juridique du monde des affaires et pour la réalisation de l'intégration économique. Je demeure convaincu que cet instrument promu par le traité de 1993 reste pour nos États une voie privilégiée pour la restauration et la consolidation d'une confiance forte dans le monde des affaires. Peu après cette cérémonie officielle d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés à huis clos. La conférence a été sanctionnée par un communiqué final dans lequel ils se félicitent du bilan des 20 ans d'action de l'OHADA et donnent des directives pour de meilleures perspectives afin que l'OHADA soit véritablement une voie privilégiée pour le monde des affaires dans l'ordonnancement juridique et économique international.